Bonjour et bienvenue à tous. Merci encore une fois de plus pour votre disponibilité et votre fidélité à nos webinaires. Alors, je me présente, je suis Grégory de Squad Plus Technologies et c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui va porter sur 3 scénarios pratiques de déploiement de réseaux Azure réussi pour les PME, donc plus spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Squad Plus Technologies. Dans le fond, c'est une entreprise de services conseil basée à Montréal et nous offrons une gamme de services adaptés aux entreprises, aux professionnels, avec une expertise dans plusieurs domaines, dans des services conseils dans l'infonagique, jusqu'à l'intelligence artificielle, dans la gestion des infrastructures, à l'accompagnement de vos projets de transformation numérique, ainsi que dans le recrutement et le placement des ressources dans le secteur des TI. Et notre filiale, le Squad Plus Academy, dans le fond, c'est notre centre de formation en technologie de l'information. Et dans le cadre de ces activités-là de formation, les webinaires sont une bonne manière d'en apprendre plus sur des sujets de TI avec un expert qui est qualifié, en plus d'être une manière gratuite d'en apprendre plus sur certains sujets dans les TI. Alors avec moi aujourd'hui, nous avons quelqu'un que vous connaissez probablement très bien, qui a déjà fait plusieurs webinaires avec nous, notre consultant et notre expert spécialiste dans le domaine, qui nous parlera des scénarios pratiques de déploiement dans Azure. Alors, Belmont Foucault, Belmont, je te laisse la parole. Peut-être te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, merci Grégory. Oui, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans ce webinaire. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler des scénarios pratiques pour le déploiement des réseaux d'interconnexion entre Azure et les environnements existants en premise. Beaucoup plus de solutions orientées pour les petites et moyennes entreprises. Dans, ce webinaire est le troisième d'une série entamé depuis 2 mois sur la connectivité avec Azure. Donc, aujourd'hui, je serai votre hôte sur ce sujet. Et pour conclure ma présentation, je m'appelle Belmont Foucault. Je suis consultant expert en architecture Azure et je serai votre hôte aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer en vif dans le sujet. Euh, Dans les précédents webinaires, nous avons énuméré les différentes solutions qui permettraient d'interconnecter votre environnement existant avec Azure. Nous avons élaboré tous les cas de redondance possibles, de robustesse pour des entreprises plus petites, de petites à plus grande échelle. Mais aujourd'hui, nous allons toucher du doigt en fait comment mettre en place ces solutions. Dans cette séance, ce sera beaucoup plus pratique et nous allons entrer dans l'environnement Azure et voir comment cela se met en place. Donc, euh, premièrement, la première interconnexion est celle par ExpressRoute qui permet de connecter Azure au centre de données physiques en utilisant des liens de niveau 2 ou 3. Ici, quand on parle de liens de niveau 2, c'est des niveaux basés sur le modèle OSI de l'architecture réseau. Le niveau 2 qui est basé en fait sur l'utilisation des adresses MAC ou des labels réseau. Et le niveau 3 qui est basé en fait sur des protocoles IP. Et le niveau 3, très souvent, est utilisé par des fournisseurs d'accès Internet qui acheminent le trafic entre votre centre de données et Azure à travers leur backbone et les technologies spécifiques telles que le MPLS. Donc, ce service est généralement offert par des fournisseurs d'accès Internet et des fournisseurs d'interconnexion mondiaux tels que Megaport ou Equinix ici au Canada. Le deuxième volet, ce sera l'interconnexion par VPN, site to site. C'est un canal sécurisé en fait qui permet d'établir entre Azure et le site distant une connexion sécurisée basée sur du chiffrement des données. Donc, le site distant peut être dans un cloud public, AWS, GCP ou OCI, ou alors un centre de données physique. Et dans ce deuxième cas, la solution VPN Site-to-Site vient de remplacer en fait la solution par ExpressRoute dont nous avons mentionné plus haut. Il peut également permettre de connecter des environnements distants dans Azure. On parle des environnements distants, c'est des succursales de vos entreprises. Si vous avez une entreprise qui a un siège social avec plusieurs succursales reparties au Canada, la solution VPN justement peut être
une solution adéquate pour connecter tous vos bureaux dans l'environnement Azure. Le dernier cas ici, c'est l'interconnexion VPN de site, point à site. Ce dernier cas est utilisé pour connecter des postes utilisateurs directement au réseau privé d'Azure afin de permettre l'accès aux applications internes. Donc ici, c'est vraiment la partie consommation par les utilisateurs finaux. Comment est-ce qu'ils font pour accéder aux applications qui sont hébergées dans l'environnement Azure et qui ne sont pas publiques en fait. Donc, aujourd'hui, nous allons brosser tous ces trois cas et voir comment les mettre en place. Dans ce diagramme, en fait, ce diagramme résume les différentes méthodes de connexion que nous avons évoquées plus haut. La composante principale qui est utilisée ici est Azure Virtual One et une composante Azure très poussée en termes de routage. Mais dans notre cas pratique d'aujourd'hui, nous n'utiliserons pas le Virtual One. Nous allons faire des interconnexions à travers un VNet. Donc, vous pouvez voir à gauche, vous avez l'Express Route qui permet de connecter le centre de données. Tout au centre, vous avez les différentes succursales de votre compagnie qui sont connectées à travers des VPN site-to-site basés sur du SD-WAN. Et à droite, vous avez une interconnexion VPN point à site. Donc, toutes ces trois technologies-là peuvent être combinées pour offrir le service à vos utilisateurs et au sein de votre organisation au total. Et elles peuvent aussi fonctionner de façon autonome. Tout dépend du service qu'on offre dans l'organisation. Le premier cas que nous allons évoquer, ce sera la connectivité Express Route. Malheureusement, dans ce cas, nous n'allons pas faire des démonstrations pratiques parce que nous ne possédons pas de circuits Express Route qui nous permettent de monter un Express Route dans le cas de ce webinaire. Mais grosso modo, l'Express Route, comment il fonctionne, c'est une interconnectivité qui est établie à travers le fournisseur d'accès Internet, le fournisseur d'interconnexion, qui vous offre tout son backbone ou ses circuits réseau pour acheminer votre trafic jusqu'à Azure. Et lorsque le client souscrit à une connexion ExpressRoute avec le fournisseur, on a la possibilité de prendre deux circuits, un circuit primaire et un circuit secondaire, afin d'assurer une meilleure redondance de l'interconnexion. Et chaque circuit vient avec la possibilité de connecter soit un réseau privé avec l'existant dans le centre de données, soit de connecter aussi des services publics Azure. Quand je parle des services publics Azure, c'est tout ce qui est Microsoft M365. Donc, dans ce schéma, vous allez voir chaque circuit possède deux liaisons, une liaison verte et une liaison orange, pour différencier le type de données à connecter. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas faire mise en œuvre de l'Express Route. C'est un processus qui prend quand même assez de temps et il faut faire des achats chez le fournisseur. Il y a beaucoup de collaboration à faire pour mettre en place de l'interconnexion dans le centre de données et ça prend beaucoup d'actions physiques. Ainsi dit, nous allons passer directement au second cas, en fait, qui est l'interconnexion VPN site-to-site. L'interconnexion VPN site-to-site que nous allons mettre en place ici, c'est une interconnexion entre deux VNet, dont le premier sera considéré comme un VNet hub et le second comme un VNet distant qui représentera en fait le centre de données, votre centre de données sur site. Et dans notre scénario, nous allons pouvoir à la fin tester le trafic entre les deux VNet. Une fois que le VPN est monté, tester que le trafic est remonté correctement entre les deux VNet. On va également valider l'aspect routage. Comment s'effectue le routage dans une interconnexion VPN site-to-site. En deuxième lieu, nous allons faire une interconnexion, une architecture Up and Spoke. Une architecture Up and Spoke avec notre hub dans laquelle on aura un SPOC pour les services web, un SPOC pour les services applicatifs et un SPOC pour des bases de données. Ce qui est représenté dans ce diagramme-ci.
Dans ce diagramme, vous voyez, il y a un peering, un peering qui est établi entre le VNet Hub et chaque VNet Spock. Et le VNet distant, lui, il doit communiquer avec le VNet Hub à travers un tunnel VPN site to site. Donc, pour mettre en place toute cette architecture, nous avons besoin de quoi? Un virtual gateway déployé dans le hub, un second virtual gateway qui sera déployé dans le VNet distant, un service bastion qui nous permettra en fait de nous connecter aux machines virtuelles qui seront déployées dans le hub et dans les différents VNet Spock. Et ensuite, à la fin de notre déploiement, nous allons pouvoir tester chaque machine, la machine qui se trouve dans le VNet distant est capable de communiquer avec une machine qui se trouve dans le VNet hub et est également capable de communiquer avec des machines qui se trouvent dans les VNet Spock. C'est ça. Donc, nous allons passer directement au portail Microsoft pour tester le déploiement de notre architecture. Bon, nous avons pris la peine de faire le déploiement de toutes les ressources de cette architecture avant le webinaire à travers des scripts Terraform que nous pourrons notamment mettre à votre disposition à la fin de ce webinaire. Dans le script Terraform, qu'est-ce qu'il fait? Il a déployé essentiellement toutes les composantes que vous avez vues dans l'architecture précédente. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est juste procéder à la configuration des différents tunnels et ensuite effectuer des tests. Dans les deux virtual gateways qui ont été déployés, c'est le VNet Hub 01 Gateway et le VNet Hub et le VNet Remote Gateway. Non, on va se rassurer d'établir une connexion entre les deux virtual gateways. Comme précision d'abord, lorsqu'on déploie un virtual gateway qui va servir de VPN, il faut se rassurer de choisir le type de la passerelle en mode VPN. Parce qu'un virtual gateway peut servir à la fois à la connexion VPN et à la connexion ExpressRoute. C'est lors du déploiement que vous sélectionnez à quel usage il sera fait. Et également, le SKU du virtual gateway est très important. S'il faut établir une connexion VPN site to site, il faudrait éventuellement prendre le VPN GW1 minimum qui offre cette possibilité de faire un VPN site to site. Donc, à chaque virtual gateway, vous avez une adresse IP publique qui est associée. Donc, si je vais dans l'option connexion, je fais ajouter la connexion. Les connexions ici, en fait, c'est le lien ce sont des liens qu'on va pouvoir établir entre les deux virtual gateways. Et dans ces liens-là, on va notamment définir la méthode de chiffrement. Ici, on a plusieurs types de chiffrement possibles. Si on prend un VPN IPsec, dépendamment si on fait un VPN IPsec ou si on fait un VPN VNet to VNet ou si on fait un ExpressRoute. Dans notre cas, on va prendre un VPN VNet to VNet et on va définir les deux connexions. Normalement, chaque connexion va comporter deux canaux. Donc, il y aura un canal qui permet au VNet Hub de communiquer avec le VNet distant et un canal qui va permettre de communiquer entre le VNet distant et le VNet Hub. Donc, un canal ne sert pas pour les deux communications. Donc, je vais l'appeler canal VNet canal Hub pour remote. Et canal remote. Bon, la région, on va rester sur Canada central, la région dans laquelle on se trouve. Ici, on choisit les VNet qui sont concernés, les virtual gateways qui sont concernés. Donc, on a dit le premier canal, ce sera pour le hub. Donc, on va prendre le virtual gateway du hub.
Et le second canal, c'est pour le VNet distant. On va prendre le Virtual Gateway Remote. Et en termes de chiffrement, comme je disais tantôt, on a deux chiffrements possibles. Soit un chiffrement par une clé partagée. Clé partagée, ça veut dire chaque Virtual Gateway aura une clé pour déchiffrer les communications transmises par le Virtual Gateway distant. Donc, si le hub veut communiquer avec le remote, il va transmettre ses paquets, mais ces paquets, le Virtual Gateway remote de réception va utiliser la clé partagée pour déchiffrer le message avant de le transmettre sur le réseau en arrière. Et la seconde méthode de chiffrement est par certificat. On peut utiliser des certificats privés pour le faire ou des certificats publics, dépendamment de la PKI dont nous disposons dans notre organisation. Donc, je vais mettre juste une clé partagée de chiffrement. L'utilisation de l'adresse IP privée d'Azure, ça, on va le laisser parce qu'il va utiliser, une fois que le tunnel est établi, ce sont les adresses IP de nos VNet en arrière qui vont pouvoir communiquer dans ce tunnel-là. Activer le BGP, ça également, on n'a pas besoin d'activer le BGP parce que on n'est pas, ici, on n'est pas dans le cas d'un routage très dynamique. À la fin, je vous donnerai peut-être des avantages de pouvoir activer cette fonctionnalité, notamment si on est dans le cas d'utilisation d'un Virtual WAN pour gérer le trafic. Bon, le délai d'expiration DPT en seconde, ici, c'est le temps pendant lequel le tunnel peut rester actif s'il n'y a pas de trafic. Donc, si moi je mets 200, ça veut dire après 200 secondes, s'il n'y a aucun trafic dans le tunnel va se couper. Il va se couper automatiquement, mais il va pouvoir remonter lorsque les premiers paquets sont envoyés. Bon, on va suivant. Les étiquettes, on va s'en passer pour le moment et on va les créer. Ça va prendre un petit moment, 1 à 2 minutes pour créer les deux canaux. Ici, on peut aller voir à quoi ressemblent les Virtual Gateway pendant la création. Donc, je vais prendre juste le hub. Bon, le trafic que vous voyez ici, c'est un ancien trafic qui avait été généré avant que je lance le webinaire. Mais depuis le début du webinaire à 12 heures, on n'a eu aucun trafic sur le Virtual Gateway parce qu'il n'y avait pas de connectivité. Et sur chaque Virtual Gateway, vous voyez, on a une interface, on a une métrique en fait qui donne le trafic en entrée et une métrique qui donne le trafic en sortie. Donc, une fois que les Virtual Gateways sont montés, lorsqu'on va faire des tests de trafic, vous allez voir au niveau des paquets échangés, la variation. Donc, à chaque fois qu'on va envoyer des paquets, en fonction de la taille du paquet envoyé, le Virtual Gateway va augmenter son compteur de données en entrée ou de données en sortie. Je crois que nos connexions ont été créées. Si je vais dans connexion. OK, parfait. Donc, la, les liens entre les deux Virtual Gateway sont créés. Vous voyez, ici, on est sur le Virtual Gateway Up et il nous dit il est connecté, il a créé les deux canaux avec le Virtual Gateway Remote. Et si on retourne aussi sur le Virtual Gateway Remote, normalement, on devrait avoir les deux connexions existantes. On va aller voir ça. Non,
si je vais dans connexion, vous voyez, ici, on a exactement les mêmes canaux sur les deux virtual gateways avec le statut connecté. Cela signifie que notre tunnel est très bien monté entre les deux vignettes et notamment le trafic peut déjà se faire entre les deux. Alors, on va aller au niveau des machines pour faire un test. Dans notre architecture, en fait, on avait une machine qui était déployée dans chaque vignette. Alors, on a une machine qui est déployée dans le vignette Hub, qui s'appelle VM Hub, et une machine qui est déployée dans le vignette distant. Donc, si je prends celle du Hub, je vais me connecter au Hub, notamment en utilisant le service Bastion qu'on a vu tantôt au niveau de l'architecture déployée. Je fais connexion. En passant, je n'ai pas déployé de Bastion dans le VNet Hub. Je n'ai pas déployé de Bastion dans mon service Bastion qui est dans le excusez-moi, je n'ai pas déployé de Bastion dans le VNet Remote. Dans mon VNet, mon Bastion qui est dans le VNet Hub ne peut pas me permettre de me connecter à la machine qui est dans le VNet Remote. C'est fait exprès. On va le tester d'une autre façon. Donc, je fais CMD. On va aller voir c'est quoi l'adresse IP récupérée par la machine remote. On remonte à récupérer l'adresse IP 10.0.4.68. Non, on va juste faire un ping à partir de la machine hub pour se rassurer que la communication est fonctionnelle. Ouais. Donc là, vous voyez, je suis dans le VNet, je suis dans une machine du hub et j'arrive à faire un ping sur une machine qui est dans le VNet remote à travers le canal les canaux VPN qui ont été montés. Cela veut dire que ça fonctionne bien. Et vu que je n'ai pas de bastion dans le VNet remote, je vais utiliser le bureau distant pour me connecter à la machine dans le VNet remote. OK. Donc là, j'arrive à me connecter au service bureau distant de la machine qui est dans le VNet remote. C'est-à-dire, si étant donné que le VNet remote est considéré comme notre centre de données, si on avait n'importe quel service existant dans notre centre de données, on sera à présent capable de se connecter à partir du VNet Hub pour joindre ces services dans le centre de données. Donc, on va aussi tester la réversibilité du trafic. On se rassurer qu'à partir du VNet remote, on est capable également de joindre les services qui se trouvent dans le hub. La machine IP du hub, c'est machine IP du hub. 10.0.0.132. Je fais ça. 10.0.0.132. Non, ma commande n'est pas bonne, j'ai mis le ping 2 fois. OK, non. On a un ping qui répond parfaitement avec des temps de latence assez intéressant, 2 millisecondes à travers le canal du VPN. Donc, là, on est quasiment, on a des temps de latence qui correspondent à peu près au même temps de latence qu'on a avec les switches dans les centres de données.
On peut estimer qu'on n'a aucune perte de données avec ce canal. Le deuxième test que nous allons faire, c'est se rassurer que à travers les VNet Spoke, on serait capable de communiquer avec la machine qui se trouve dans le VNet Remote. Donc, ce qu'on va faire, c'est monter les VNet Peering entre ces différents spokes. Le VNet Peering, en fait, c'est un service qui permet d'interconnecter deux VNet lorsqu'on est dans un environnement Azure. Nous avons fait le VPN site-to-site entre les deux VNet juste pour simuler un environnement en prémisse. Dans un cas très pratique, ou bien dans un cas de production, dans un environnement, on n'aurait pas fait du VPN entre deux VNet. Le VNet peering, normalement, suffirait pour établir cette connexion. Et la différence entre le VNet peering et le VPN qui a été monté avec le remote, vous le verrez, le bastion qui est déployé dans le hub pourrait être utilisé pour se connecter aux machines qui se trouvent dans les spots. Ce qu'on n'a pas pu faire avec la machine qui se trouve dans le VNet. Donc, nous allons monter nos peerings. On va aller sur le hub, sur le VNet hub et monter les peerings avec les VNet Spook. On a le VNet hub. On va aller faire un peering. Un peering. On va ajouter peering. Le premier peering, bah, ouais, je vais l'appeler web to hub. Alors ici, c'est la connexion du réseau du VNet distant. Alors ici, on va sélectionner le VNet web. Et en option, vous avez 4 options normalement lorsque vous connectez un peering. Autoriser le VNet web à accéder au VNet hub, oui, ça on le veut. Autoriser le VNet web à recevoir le trafic transféré des VNet hub, ça on le veut. Autoriser une passerelle ou un serveur de route dans le VNet web à transférer le trafic vers le VNet hub. Ça, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas de serveur de route dans notre VNet hub, dans notre VNet Spoke, et on a non plus de passerelle. La passerelle ici, c'est le Virtual Gateway, en fait, comme celui sur lequel on a monté le VPN. On n'en a pas dans le Spoke. Par contre, on va activer le VNet Hub pour qu'il utilise la passerelle distante se trouvant dans le VNet Hub. Ça, c'est nécessaire pour que la machine qui est dans le Spoke puisse communiquer à la machine qui se trouve dans le VNet Remote. Donc, comme le VPN, il va faire 2 canaux. Ici, c'est Hub. Ouais. Donc, ce sont les mêmes options. À la seule différence qu'ici, on est sur le VNet lui-même. Donc, lui, on va l'autoriser plutôt à transférer le trafic qu'il reçoit sur son VNet vers les VNet Spoke. Ça, on va le cocher. Et le dernier, vu qu'il n'y a pas de Virtual Gateway dans le VNet Spoke, on va laisser cette option-ci. Et on fait ajouter. De façon identique au VPN qu'on a monté tout à l'heure entre le hub et le remote, il va créer 2 liens également. Un lien pour permettre au hub d'envoyer le trafic au Spoke et un autre lien pour permettre au Spoke d'envoyer le trafic au hub. Donc ici, on ne voit que le trafic qui va permettre au hub d'envoyer le trafic au Spoke web parce qu'on est sur le VNet web. Si on va sur le VNet Spoke du web, oui, sur le VNet Spoke du web, vous voyez, il a créé le lien qui va permettre en fait au VNet web de communiquer avec le VNet hub. Donc, notre peering est fait. Normalement, on va se passer les autres VNet Spoke pour l'instant.
on peut tester justement si à partir de la machine web, si à partir de la machine web, on doit être capable de se connecter au bastion qui se trouve dans le hub. Oui, bastion VNet Hub. On va tester si notre connexion RDP fonctionne. Oui, là, ça fonctionne. Donc, vous voyez, avec du peering, ici, on est capable de se connecter au bastion. Avec le peering, on est capable d'utiliser le bastion qui est dans le hub pour se connecter à un VNet Spoke qui est connecté au hub. On va tester si si nos deux machines sont capables de communiquer. Ce qu'on pouvait déjà faire, c'est récupérer l'adresse IP de la machine web. Euh, 10.0.1.4. Donc, à partir de la machine remote sur laquelle on a fait du RDP tantôt, on va tester si on est capable de joindre la machine qui se trouve dans le hub. Non, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps parce que lorsque on vient d'établir le peering, et il faudrait que les routes soient automatiquement annoncées euh, entre le VNet Remote et le VNet Spoke. Donc, on va aller vérifier si on a déjà la route existante. En vérifiant la table de routage de la machine qui est dans le remote, on devrait avoir une route. Ah ouais, je comprends. Je comprends pourquoi ça ne marche pas parce qu'il y a une user define route. Bon, je vais corriger ça. Parce que j'avais appliqué une, euh, une route, une route utilisateur définie sur la table de routage du VNet Remote qui l'empêchait en fait d'envoyer le trafic à la bonne destination. Donc, on va attendre un peu. OK. Donc, la route est maintenant activée. La communication devrait fonctionner super. On va lui laisser un peu de temps.
Ah, ok, ok. Non, il y a le pare-feu. Je crois que le pare-feu sur la machine web ne permet pas de recevoir le trafic. Je vais le désactiver. Ok, ok. Non, là, ça fonctionne. C'est le pare-feu sur la machine web qui empêchait de, à la requête ping de pouvoir passer. Donc là, on peut voir que la machine remote qui est dans un VNet connecté par VPN ou hub est capable de communiquer à la machine dans le Spock. Donc, euh, on peut dire que tous nos scénarios de tests sont fonctionnels. On est capable de communiquer d'ici à là, de là à là, d'ici au hub, en utilisant le lien VPN, VPN VNet ou VNet qui a été monté. Donc, nous allons passer euh, au troisième cas d'interconnexion. Ce troisième cas concerne principalement la connexion des usagers. Donc, une fois que vos charges de travail sont migrées dans Azure et que les utilisateurs doivent se connecter en passant par une connectivité privée, on a la solution d'interconnexion VPN.site qui permet en fait de connecter des postes utilisateurs. Alors ici, on va déployer un VPN dans le hub, un VPN.toSite dans le hub en utilisant le même Virtual Gateway qui a été utilisé pour le VPN VNet ou VNet. Ensuite, on va tester qu'à partir de la machine, une machine qui se connecte au VPN, on est capable de joindre les charges de travail qui se trouvent dans le VNet Remote et également qui se trouvent dans le Spock. Et enfin, on va conclure en vérifiant la propagation des routes au niveau des différentes tables de routage. Donc, on va revenir sur notre VNet Hub, dans notre Virtual Gateway Hub tantôt. On va rajouter une nouvelle connexion. Virtual Gateway Hub. On va rajouter une nouvelle connexion, mais cette fois-ci, ce sera une connexion .ACP, non pas une connexion. C'est configuré maintenant. Ici, le pôle d'adresse, c'est les adresses IP qui seront affectées aux machines utilisateurs une fois que le VPN est monté. Les méthodes d'authentification, on en a trois. La première, une authentification par certificat Azure. La deuxième, authentification Radius. Et la troisième, en utilisant l'Azure Active Directory ou l'Entra-ID, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est ce troisième cas qu'on va utiliser. On n'a pas de serveur Radius monté dans notre environnement pour l'instant. Donc, on va prendre une authentification Entra-ID qui sera basée sur le nom d'utilisateur et mot de passe suivi d'une authentification multifacteur. En fait. Donc, ces paramètres, le locataire, en fait, c'est l'ID de votre tenant. L'émetteur, c'est également ces liens suivis de l'ID du tenant. Ce sont des informations qui sont fournies dans la documentation Microsoft. Vous avez juste à récupérer l'ID de votre tenant et le rajouter dans le lien. Et l'émetteur, ce sera l'ID de l'application ID de l'application d'entreprise. Parce qu'il y a une application d'entreprise en fait qui est créée dans les applications intra-ID et qui permet en fait de faire l'authentification usager de cette application. Donc, on va juste faire enregistrer.
Alors, une fois que tous ces paramètres sont entrés, normalement, Microsoft va générer un fichier XML, un fichier profil XML, et c'est ce profil-là qui est téléchargé et déployé sur les postes utilisateurs. Et sur chaque poste utilisateur, en fait, vous devez installer le logiciel Giant VPN Azure. Il est téléchargeable sur le site Azure. Et une fois qu'on aura le fichier profil, on va juste l'importer pour ajouter une connectivité, une connexion VPN. On va attendre que ce soit créé. Donc, en attendant que le fichier profil soit créé, le VPN, le VPN qui est monté à partir des postes utilisateurs, il va passer par le backbone Azure, par votre environnement Azure, mais il doit aussi également être capable de joindre les services applicatifs qui roulent dans le centre de données en utilisant le lien VPN IPsec qui est établi entre ces deux environnements. Donc, on aura un cheminement comme ça. Si on quitte de cette machine, on doit pouvoir joindre les services qui sont dans le centre de données en passant en place. C'est sûr que dans un tel scénario, il faut toujours considérer c'est quoi la latence au niveau des applications. Parce que si on a une application 3 tiers, par exemple, ou 2 tiers qui est montée dans le centre de données et, et qu'on se connecte à travers au VPN usager à travers l'environnement Azure, il y a une latence d'environ 20 millisecondes, 20 à 30 millisecondes qui sera appliquée à le lien VPN IPsec, sans compter la latence qui est également appliquée sur le lien VPN IP, le VPN SSL entre le poste et le Virtual Gateway Azure. Donc, il faut toujours faire cette analyse-là pour évaluer c'est quoi l'efficacité de l'application si mon VPN est monté à travers Azure et que mes charges de données se trouvent encore dans le centre de données. Généralement, on va recommander d'utiliser le VPN Azure pour aller directement joindre les services qui sont hébergés dans Azure. Là, on a une meilleure efficacité en termes de temps. Mais pour les applications qui sont encore dans le centre de données, il faut éventuellement faire une analyse pour se rassurer que l'expérience utilisateur reste toujours excellente. Parce on travaille pour rendre, dans l'organisation, très souvent, pour rendre un meilleur service aux utilisateurs. Et s'ils ressentent beaucoup de latence dans l'exécution de leurs travaux, ce ne sera pas de bonne augure. Donc, la configuration est faite au niveau du VPN. On va aller télécharger le fichier profil. Oui, ici, télécharger le VPN. Quand je clique sur télécharger, il va compacter tous les éléments de configuration qui ont été fournis dans un seul fichier, ensuite le zipper et le sortir. Oui, c'est ça. Télécharger, on va extraire le fichier XML. On va extraire le fichier XML, on va le mettre disons ici. J'en avais déjà un. Je le mets ici. Donc, sur notre client VPN qui est déjà installé sur le poste, on va importer le fichier XML. Je vais importer. Je vais dans Squad Plus. Je l'ajoute. Là, je suis sur mon poste, donc sur mon laptop à la maison et je vais pouvoir me connecter à mon environnement Azure une fois que le VPN est établi.
Donc, je fais juste enregistrer. Ce sont les mêmes informations qu'on a entrées dans la configuration du canal. Donc là, je vais pouvoir faire connecter. Connecter. Je fais mon authentification Azure. Okay. Ouais, c'est là. Suivant. Ensuite, je vais valider mon, mon double facteur sur le téléphone. 10. Je vais valider. On va voir ça donne connexion en cours. Je vais reprendre l'implantation. Bon, voilà que je bon, c'est dû au fait que la connexion vient d'être établie. Parfois, ça peut prendre un certain temps pour commencer à fonctionner. La configuration de Microsoft. Donc, bon, je vais débugger ça après. Mais si on revient dans le scénario, vous pouvez voir normalement, une fois que le VPN est établi ici, on doit pouvoir communiquer avec chacune des machines qui sont montées par peering ici et des machines qui sont montées dans le centre de données. Voyons le temps passé. Donc, en fait, ce sont ces différents scénarios qui peuvent vous permettre, en fait, d'aller consommer des services que vous voulez dans l'info numérique. Ça dépend si l'organisation est déjà à 100% migrée dans l'info numérique. Si tous vos services roulent dans l'info numérique, c'est sûr, le VPN SSL avec un poste sera idéal pour joindre tous vos services applicatifs qui roulent dans l'environnement Azure. Et
quand je parle de services applicatifs, ça peut être des services qui roulent dans les machines virtuelles, ça peut être des services qui roulent en tant que plateforme. Comme vous voyez sur ce diagramme, vous avez des services web app, en fait, qui permettent de publier des applications web sans utiliser les serveurs. Et ils peuvent également être joints en utilisant le VPN. Et si vous avez encore des charges de travail qui roulent dans l'environnement on-premise, ou alors vous voulez connecter les différentes succursales de votre organisation directement à l'environnement Azure, vous pouvez utiliser le VPN VNet to VNet. Et en ce qui concerne la connectivité ExpressRoute, c'est certainement la connectivité la plus robuste entre Azure et les centres de données, mais elle nécessite un peu plus de moyens. Euh, Tout dépend de la charge de travail que vous voulez faire transiter entre votre centre de données et l'environnement Azure. Si la charge n'est pas énorme et n'est pas très exigeante en termes de latence, la solution VPN site-to-site fera très bien l'affaire. Et l'un des avantages de la connectivité ExpressRoute, surtout ici au Canada, c'est la possibilité en fait de connecter directement dans votre centre de données le lien physique, un lien physique du fournisseur qui est acheminé directement jusqu'à Microsoft. Et ça offre des temps de latence beaucoup plus bas que la connectivité VPN. Donc, sur ce, nous allons passer à la phase des questions. Grégory, je te passe la parole pour cette phase-là. Si tu, tu peux, si toi tu as des questions et ensuite si quelqu'un d'autre du public a des questions. Certainement, mais alors, merci Belmont là, pour la belle présentation. Là. Je suis certain qu'il y a des belles connaissances qui ont été partagées, là, surtout pour s'il y a des administrateurs là, ou des architectes qui nous écoutent là, dans l'audience, ça va vraiment être utile là, en termes des types d'interconnexion, puis les manipulations qui ont vraiment été faites là, en direct pour nous aider dans tout ça. Ceci dit, effectivement, c'est maintenant l'heure de la période des questions, puis j'invite n'importe qui qui nous écoute en ce moment à peut-être déposer vos questions dans l'onglet questions-réponses dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On a quand même déjà certaines questions qui ont été préparées. Donc, Belmont, je vais te les dire. Euh, OK. Donc, tu as parlé là, des différents types d'interconnexion, de ExpressRoute, de connexion VPN site-to-site, puis de point-to-site. Puis, Oui. dans quel cas, en fait, est-ce que ExpressRoute, tu as un petit peu mentionné à la fin, dans quel cas est-ce que ça serait recommandé ExpressRoute là, par rapport à un VPN site-to-site? C'est vraiment pour augmenter la vitesse de latence, c'est vraiment ça? Euh, Déjà, la connexion, si je reviens au début de ma présentation sur ce diagramme, ouais, la connexion ExpressRoute, très souvent, c'est une connexion qui va être établie uniquement avec un centre de données parce que ça nécessite quand même une réseautique une réseautique assez assise et également des points d'entrée de fournisseurs dans le centre de données pour établir cette connexion. Par contre, dans les bureaux distants, on n'aura pas cette infrastructure-là pour se connecter, pour mettre en place des liens ExpressRoute. Et aussi, dans les bureaux distants, très souvent, on va avoir un trafic qui est beaucoup plus faible en termes de volume que dans un centre de données. Donc, pour connecter les succursales, c'est sûr, on va privilégier l'utilisation d'une connexion VPN. Elle revient, euh, un peu moins cher pour l'organisation et deux, elle va rendre amplement le service qui sera demandé. Par contre, lorsqu'on est dans le cadre d'un centre de données, si on a des trafics peut-être de 10 Tera, de 10 gigas de données à transiter tous les jours, ou bien à un instant T, c'est sûr qu'il faudra aller avec un Expresso. Mais si également dans votre centre de données, vous n'avez qu'un échange peut-être de 500 mégas à faire avec Azure, bah, c'est sûr que le VPN, il fera aussi bien l'affaire pour l'interconnectivité. OK. OK, très bien, merci. Je vois qu'on a une deuxième question. Donc, tu as parlé Oui, très brièvement des coupures de tunnels VPN Azure. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là, pour diagnostiquer et prévenir des coupures que toi, tu recommanderais dans le fond? oui. Bah,
Déjà, déjà sur Azure, sur le portail Azure, euh, vous pouvez monitorer quand un service est up ou pas, est fonctionnel ou pas. Si je viens au niveau des connexions, s'il y a une perte de connectivité, par exemple, avec un VNet ou avec un site distant, le statut du canal ici, il va passer à déconnecter. Non. Au lieu de connecter, on aura un statut déconnecté. Et également, des métriques, au niveau des métriques, il y aura plus de trafic du tout. Donc, comme vous voyez ici, le trafic, lorsqu'il y a du trafic, vous le voyez, mais quand il y a coupure, vous le voyez également sur les métriques. Mais pour être plus proactif, il est conseillé d'utiliser des outils tels que Azure Monitor, en fait, pour faire de la surveillance proactive. Donc, programmer des alertes pour recevoir une alerte lorsqu'il y a un dysfonctionnement sur une composante Azure. Donc, on n'a pas couvert le volet surveillance ici, c'est tout un autre volet on a déjà fait un webinaire sur Azure Monitor, mais il prend également en compte toutes les composantes qui permettent de monter le VPN ou l'espace là. Oui, OK, parfait, merci. J'en profite là justement pour rappeler aux gens qui nous écoutent que ben, ce webinaire-là, il est disponible là, en rediffusion sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Scopus Academy. Si jamais vous voulez aller voir, ben, il est là disponible pour votre visionnement. Et finalement, je pense que j'ai une dernière question, vu qu'on approche déjà bientôt le 1 heure. OK, on n'a pas vraiment parlé des coûts, mais quels sont enfin les principaux coûts anticipés pour chaque type d'interconnexion? OK, ça c'est une bonne question. Discutant. On va prendre cas par cas. Euh, on va commencer par le lien Express Route. Comme j'ai dit, c'est la solution la plus onéreuse en termes de parce que euh, il faut payer le fournisseur qui va faire l'interconnectivité. Donc, il vous vend en quelque sorte ses circuits physiques. Le coût n'est pas fixe, ça va bien sûr dépendre du fournisseur. Ensuite, quand on se rend du côté Azure, il faut payer le circuit Express Route dans Azure. Le circuit Express Route, c'est une composante. Je crois qu'elle doit coûter environ 500 dollars canadiens par mois. 500 dollars canadiens dans le circuit Express Route qui permet de brancher le lien Express Route. Ensuite, il faut prendre en compte le coût du Virtual Gateway. Le Virtual Gateway, c'est la composante finale sur laquelle on vient brancher l'Express Route. Et lui aussi, il coûte environ 400 dollars canadiens par mois. Donc, tu as le coût du fournisseur, disons environ 500 dollars par mois, je le prends comme ça au pif. Tu as le coût du circuit Express Route, 450 dollars et le coût du Virtual Gateway, 400 dollars par mois. Donc, on serait environ à 1500 dollars par mois minimum pour un circuit Express Route. Par contre, pour le VPN, site à site, le seul coût qu'on a à payer, c'est le coût du Virtual Gateway. Le Virtual Gateway, bon, ceci va dépendre en fait de, du site distant sur lequel vous établissez le VPN. Donc, si c'est un site on-prem, ça veut dire que vous avez déjà l'équipement ici, vous avez déjà l'équipement réseau on-prem et il faudra juste payer un Virtual Gateway dans le hub, donc un coût de 450 dollars environ pour établir ce lien. Mais dans notre cas pratique d'aujourd'hui, on a utilisé deux Virtual Gateway parce qu'on est resté dans l'environnement Azure en simulant le VPN entre deux VNets. Mais si c'était une connectivité avec un centre de données ou une succursale, à la place de ce Virtual Gateway, vous aurez un équipement réseau, peut-être un firewall ou un équipement réseau, un routeur euh, de niveau 3 en fait. Donc, on peut dire à la base 450 dollars pour un VPN classique. Et pour le VPN site-to-site, ce sera le même coût. La seule composante qu'on utilise, c'est le Virtual Gateway. Et il n'y a pas de coût associé aux clients déployés sur les postes. Euh,
Il n'y a même pas, pour les utilisateurs, il n'y a pas de nécessité d'avoir une licence. Donc, si dans Azure, vous avez un compte, vous pouvez créer des comptes natifs d'Azure, donc des comptes en Microsoft d'Azure, qui seront capables d'établir la connectivité VPN euh, pour le site. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé les coûts Oh, nécessaires pour chaque cas. certainement, ouais, je pense que ouais, ça peut être très utile, là, surtout pour les gens qui travaillent peut-être en PME, là, sachant que en petite et moyenne entreprise, ben, les coûts, c'est quand même un facteur C'est un critique. facteur Donc, important, oui. ouais, c'est sûr. C'est un facteur En tout cas, important. Et, merci. et peut-être comme élément de précision, le Virtual Gateway, il peut connecter, un Virtual Gateway peut connecter plus de 1000 utilisateurs, plus de 1000 utilisateurs. Donc, ça, je crois qu'on couvre largement les besoins d'une PME en Mhm, termes OK, d'utilisation. Mhm. certainement. OK, super. Donc, pour finir, Belmont, si peut-être passer à la dernière diapositive. Oui, Donc, dans la présentation, voilà. C'est ça. Donc, pour finir, là, puisqu'on approche la fin, dans le fond, juste un petit rappel que ben, Scopus Academy, ce sont, oui, nos webinaires qui sont offerts ben, 1 à 2 fois par mois, mais c'est aussi les formations. Donc, les formations certifiantes, où est-ce qu'on couvre plusieurs curriculums, donc curriculum de Microsoft et aussi de AWS. Et vous pouvez tout simplement vous référer à notre planification disponible sur le site web là, par rapport aux formations. Puis bien évidemment, rencontrer nos formateurs et les spécialistes dans le fond qui vont donner ces formations-là. Ce sont des formations généralement d'une heure de temps, mais qui s'échelonnent sur plusieurs semaines ou parfois même durant un week-end. Donc, pendant une fin de semaine, c'est une formation qui est donnée complète pendant la fin de semaine. Donc, je vous invite à nous suivre, puis à aller voir un peu, vous renseigner sur cette formation, vous inscrire peut-être à une formation qui vous intéresse. Euh, voilà, ceci dit, merci vraiment beaucoup, Belmont, pour ta présentation. Merci à bon, tous d'avoir assisté à ce webinaire. Puis merci à on vous tous. attend pour un prochain webinaire. Oui. Au prochain webinaire. Ce sera un plaisir. Au revoir. Au revoir, merci.